Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche matin, nous revenons à l'histoire de l'URSS et de la Russie au XXe siècle avec vous, Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bonjour, pas seulement de l'URSS, pas seulement de la Russie, mais aussi du monde, parce que la chute du mur que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le point crucial. Et ça concerne effectivement le monde. Donc Vladimir Fedorovski, vous avez été diplomate, promoteur de la perestroïka, vous êtes l'écrivain russo-ukrainien le plus édité en France et après votre best-seller Poutine, Ukraine, les faces cachées, votre nouveau livre explosif s'intitule Sorge, un espion pour l'éternité paru aux éditions Ballant. Alors, nous revenons, vous venez de l'évoquer dans cet épisode, sur la chute du mur. Elle intervient dans la nuit du 9 novembre 1989. Pourquoi ça se passe à ce moment-là? Et pour ceux qui s'en souviennent, vraiment, on a l'impression que ça arrive d'un coup. Est-ce que c'est vraiment arrivé d'un coup? Pas du tout. Pas du tout. La chute du mur, c'est en réalité, tout d'abord, la chute du mur, ça s'est passé tout d'abord dans nos têtes. La chute du mur, c'est l'essence de la perestroïka. Quand nous avons aboli le mur dans nos têtes, quand nous avons fait une percée vers la liberté, vers Gorbatchev, c'était déjà la prémonition de la chute réelle du mur. Les murs tombaient dans les esprits. Les murs tombaient dans les têtes. Deuxième chose, je vais vous raconter. La vraie histoire, c'est la suivante. Je vous donne la primeur. C'était juin encore 89. Autour d'une grande table. C'est pas aussi grande table que la fameuse table de Macron que tout le monde connu dans ses discussions avec Poutine, mais autour d'une grande table rectangulaire cette fois-ci, dans un endroit très mystérieux du Kremlin qui s'appelait le salon de boiserie, avec les boiseries en oreiller assez extraordinaire. Ça, je vais vous dire, c'est un salon aussi hyper protégé. Vous ne pouvez pas être écouté à l'extérieur, c'est-à-dire vous pouvez avoir les salons pour les conversations hyper confidentielles qui étaient à côté du bureau de Gorbatchev au Kremlin. Il y avait 5 personnes autour de cette table. Il y en avait 4 qui ont discuté d'une manière acharnée et l'autre jouait un rôle d'arbitre. L'arbitre était évidemment notre affable dirigeant, président de l'URSS, à l'époque encore secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, le réformateur emblématique Gorbatchev. Mais de deux côtés, il y avait 2 mes amis réformateurs, Yakovlev, qui était le vrai penseur de la perestroïka, encore une fois rappelons pour nos auditeurs, considéré dans le monde entier comme chef de complot judéo-maçonnique mondial, ce qui est une invention, néanmoins un très grand penseur et un des mes plus proches amis, il était. Il était un formidable personnage, vraiment, qui est un personnage qui restera dans l'histoire. Puis l'autre, il était d'origine géorgienne, c'était ministre des Affaires étrangères, un autre ami à moi qui s'appelait Edouard Shevardnadze. Et de l'autre côté, il y avait le KGB et l'armée, le chef de KGB et l'armée. Il y avait les papiers ultra secrets sur la table qui ont été déposés. C'était le plan du KGB pour arrêter l'évolution négative en Allemagne de l'Est et en Europe de l'Est. Ce plan disait texto, je vous cite, si ça continue comme ça, tout d'abord c'est la fin de la RDA, de la République démocratique allemande, et après la fin de l'URSS. Il faut agir d'une manière urgente. Les Allemands de l'Est demandent d'arrêter les manifestations de masse et les migrations à travers, il y a une frontière hongroise. Il faut arrêter ça le plus rapidement possible. D'après les calculs de nos amis est-allemands, on va tuer ils vont tuer 1000 personnes, pas plus. Mais écoutez, ils ont tué plusieurs millions, pourquoi ne pas tuer 1000 de plus? Une discussion était acharnée. Et de l'autre côté, vous savez, ça a duré 5 heures.
Et deux. Ça, on est à quel moment là, lors de cette discussion? Parce que la chute, on est le 10 juin 89, c'est-à-dire... Du 10 juin 89 au 9 novembre 1989, est-ce que vous pouvez nous donner... Non, attendez, ça s'est passé à ce moment-là. Parce que tout s'était décidé à ce moment-là. Je vous raconte la vraie histoire de la chute du mur. Oui, bien sûr. Et c'est une discussion qui dure 5 heures. Chacun donne ses arguments. Et ils disent, voilà, qu'il faut que l'Allemagne intervienne. Vous savez, il faut comprendre que, évidemment, il suffisait que pendant cette réunion, Gorbatchev donne le feu vert pour arrêter ça. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait presque 500 000 hommes armés en Allemagne de l'Est. Vous savez, pour eux, sans parler de l'armée de l'Allemagne de l'Est, etc., arrêtez ça. J'ai oublié de vous dire qu'avec le papier de KGB, il y avait 2 télégrammes. L'un télégramme dont je servais intermédiaire, qui était envoyé par Mitterrand, qui disait texto, arrêtez vos bêtises, il faut que ce soit deux Allemagnes, il n'y a pas de chute de mur, autrement c'est un bordel dans l'Europe et ça va échapper à nous. Ce premier télégramme, c'était Mitterrand. Et le deuxième télégramme, c'est encore plus étonnant, c'est le télégramme de Mme Thatcher. Parce que dans le cas de Mitterrand, c'était une logique tout à fait géopolitique, tout à fait imbattable, parce qu'il a dit que l'Allemagne, avec ses 60 millions d'habitants, ça va changer les rapports de force en Europe en la faveur de l'Allemagne, il ne faut pas le faire. Mais Thatcher insistait qu'on arrête ce processus. 2 télégrammes. Et l'argument des gens, du chef de KGB et du ministre de la Défense, Yazov, il disait que voilà, qu'il faut qu'on arrête toutes ces choses-là. Et Gorbatchev, il restait silencieux pendant il y avait une discussion très rude, c'était les réformateurs contre conservateurs. Et à ce moment-là, il dit, écoutez, aujourd'hui c'est près de 9 heures et ma femme déteste que je sois, c'est vrai que sa femme, Raïssa, détestait qu'il soit en retard au dîner. Il prend sa voiture, le ZIL, avec les vitres teintées, et il part à sa datcha. Et à ce moment-là, mon ami Yakovlev, il m'a raconté le jour même ça. Il prend le téléphone de couleur ivoire avec les sigles de l'URSS. Il téléphone à Raïssa. Il lui raconte ses histoires, fondations, puisque Raïssa était préportée sur la culture, sa fondation culturelle, etc. Et puis il a dit, comme à la russe, Raïssa Maxime avec patronyme, vous savez, si on peut utiliser la force, bien sûr, mais si on utilise la force, nous sommes otages du KGB et de l'armée, et dans les meilleurs des cas, ils nous seront chassés au bout du pouvoir, mais sur notre perspective la plus vraisemblable, que nous serons tués. Texto, il l'a dit. Il y avait un silence au bout du fil. Gorbatchev vient, il enlève ses chaussures, il prend ses chaussons, parce que la femme exigeait, et il commence à manger. Tout d'abord, les hors d'œuvre. Après, le plat de résistance, c'était pelmeni au dessert, que je vous recommande à tous. Le dessert de fromage blanc, ça s'appelle vatrouchka. Certains de nos auditrices d'origine ashkénaze le connaissent très bien. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, elle briefe Gorbatchev. Le lendemain, il revient et il a dit, pas d'intervention. Le jour ce jour-là, le mur est tombé. Pour être franc, il y avait une dizaine de jours plus tard, une visite d'État de Gorbatchev en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest cette fois-ci, à Berlin. Et il y avait le Kohl qui parle avec Gorbatchev après la soirée bien arrosée. Kohl, il tient bien l'alcool, Gorbatchev ne tient pas. Et à ce moment-là, Kohl a dit, et en plus, nous sommes prêts à payer. Il pensait que Gorbatchev va se rebiffer. Il a gardé un très long silence, plus de 30 secondes. Et Kohl, après, il dit combien. Le combien, c'était le point final de la chute du mur qui est réellement passé seulement au début du mois de novembre, c'est-à-dire presque 6 mois plus tard. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, bien sûr qu'on retrouve la semaine prochaine sur Radio J.